Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Thomas Hoffnung, qui est journaliste à Libération et co-auteur d'un livre intitulé Le scandale des biens mal acquis, enquête sur les milliards volés de la France-Afrique. C'est publié par La Découverte. C'est un récit passionnant de cette enquête un petit peu unique qui a été déclenchée au printemps 2007 pour tenter de mettre sur la place publique le patrimoine de certains chefs d'État africains en France. Il y a une enquête qui est menée par 2 juges d'instruction parisiens pour recel de détournement de fonds publics. Vous relatez ça très bien, Thomas Hoffnung, avec Xavier Harel. Et je voulais d'abord vous demander tout simplement en quoi est-ce que cette enquête sort de l'ordinaire ? En fait, c'est la première fois qu'il y a une telle enquête qui vise des dirigeants étrangers. On se souvient du scandale Elf dans la fin des années 90, début des années 2000, impliquant un certain nombre de responsables de la compagnie pétrolière et des responsables politiques. Mais là, c'est la première fois qu'on a une enquête qui vise des dirigeants étrangers. Bon, il se trouve que ce sont des dirigeants africains, proches de la France. Et cette enquête, elle est hors norme, et c'est un peu un accident de l'histoire. Si vous voulez, elle a été déposée un peu... presque, c'était très empirique finalement, c'était un rapport qui a été fait par une ONG, la rencontre avec un avocat, William Bourdon, qui dirige l'association Sherpa et qui se dit il y a matière à porter plainte. Et puis après, les péripéties judiciaires dont on parle dans le livre, ça remonte jusqu'à la Cour de cassation qui valide la procédure. Et donc on a cette enquête qui est en cours et donc encore une fois qui est une première du genre en France. Alors l'enquête, il y a eu 3 plaintes successives, ça a été un véritable marathon judiciaire. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a confié l'enquête à 2 juges. L'enquête vise 3 chefs d'État, Omar Bongo, qui n'est plus là, l'ancien président du Gabon, Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, et Teodoro Obiang Nguema, le président de Guinée équatoriale, 3 pays pétroliers d'Afrique centrale. Et cela a donné lieu à une sorte d'inventaire absolument hallucinant de patrimoine immobilier, de voitures en France. Enfin, c'est presque surréaliste ce qu'on a vu. Oui, c'est-à-dire que d'abord c'était une enquête préliminaire qui a été menée par la police française et les policiers ont fait leur boulot et ils ont découvert effectivement beaucoup de choses. L'étendue du patrimoine immobilier de la famille Bongo, de celle de Sassou Nguesso, le Congolais, et puis Congo-Brazzaville, et puis la Guinée équatoriale, donc la famille Obiang. Alors donc il y a des propriétés immobilières, essentiellement à Paris, mais aussi sur la Côte d'Azur. Le cœur de cette enquête, c'est que cet argent proviendrait des caisses publiques et non pas de la richesse privée de tous ces chefs d'État et de leurs familles. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on se demande comment, les enquêteurs se sont demandé comment ces dirigeants, avec leurs émoluments officiels, avaient pu acquérir un tel patrimoine, ces voitures, avoir autant de comptes en banque. Et donc c'est ce hiatus, si vous voulez, entre les revenus officiels et l'étendue du patrimoine immobilier ou mobilier qui a retenu l'attention des enquêteurs. Alors c'est vrai que les avocats de ces dirigeants disent, mais par exemple, Omar Bongo a été à la tête du Gabon pendant 42 ans. Il a eu le temps d'acheter un certain nombre de biens. Quand même, quand on voit la valeur de ces biens, ça prête à confusion et au moins ça pose question. Alors, cette enquête, quand elle a été déclenchée au printemps 2007, a déclenché une véritable tornade diplomatique entre la France et ces pays dont la France est très proche. Et vous le racontez. À quel point est-ce que ça a vraiment créé des problèmes ? C'est vrai que les dirigeants visés se sont demandé si les autorités françaises ne jouaient pas un double jeu. C'est-à-dire que pour certains dirigeants, je pense essentiellement à Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso, ils se sont dit c'est pas possible que les autorités françaises ne mettent pas au pas la justice et qu'on n'arrête pas immédiatement cette procédure. Donc peut-être qu'il y a ce double jeu. Et donc, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy. Oui, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. En fait, je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette enquête est une sorte d'accident de l'histoire parce que ça a débouché sur une enquête préliminaire au moment où Nicolas Sarkozy arrivait au pouvoir. Et donc, il avait promis la rupture avec la France-Afrique à l'époque du discours de Cotonou en 2006. Et donc, je pense qu'il n'a pas osé bloquer tout de suite cette procédure, la tuer dans l'œuf. Donc, elle s'est développée. Et effectivement, ça lui a échappé. Ça lui a échappé et la justice a suivi ça s'est développé et donc ça a échappé totalement au contrôle du pouvoir exécutif. Mais ça, les dirigeants africains ne le comprennent pas, pensent qu'effectivement, il y a anguille sous roche et que peut-être à Paris, on
on cherche à les déstabiliser ou alors qu'on est instrumentalise, certains cercles sont instrumentalisés, alors que tout simplement, je pense qu'à l'inverse, au contraire, le gouvernement français a tout fait pour faire pression sur la justice pour qu'on en finisse avec cette enquête gênante. Alors justement, cette enquête est en cours. Il y a deux juges d'instruction, René Grouman et Roger Leloir, qui sont en charge. La police travaille. En sait-on plus sur où elle va et où elle est en ce moment? Oui, alors l'enquête se développe effectivement et je pense qu'on est au tout début de cette enquête finalement. Donc il y a eu la saisie des voitures du fils Obiang dont je parlais, mais on sait aussi que les juges ont effectué des perquisitions chez les cabinets d'avocats, dans les cabinets de notaires, tout ça pour déterminer les circuits d'acquisition de ces biens immobiliers, pour savoir d'où viennent les fonds et qui a acheté effectivement ces biens. Est-ce que ça peut être le trésor public de tel ou tel pays ou une société d'État? On sait qu'il y a de fortes présomptions, par exemple, sur l'achat de certaines voitures par les bongos, où on voit que c'est le Trésor public qui, visiblement, a financé l'achat de certains véhicules de luxe. Donc les juges essayent de remonter ces pistes. Et puis, bien sûr, il faudra effectuer des commissions rogatoires à l'étranger. Mais là, ça va dépendre de ce qu'on appelle la coopération, l'entraide judiciaire. Et là, il risque de se heurter quand même à un refus clair et net des autorités locales, aussi bien au Gabon qu'à Brazzaville ou alors à Malabo en Guinée équatoriale. Mais donc, l'idée, ce serait que derrière ces achats dispendieux, il y ait des circuits de financement occulte, voire peut-être des phénomènes de commission, de rétrocommission, des banques, des avocats ou des paradis fiscaux. Je ne sais quoi. Vous pensez que c'est vers ça que les juges se dirigent? Oui, certains disent qu'on va peut-être se dirige peut-être vers une affaire Elf bis. Effectivement, pourquoi pas les juges vont peut-être tomber sur des affaires de commission et rétrocommission. Ils vont tomber sur des intermédiaires qui ont aidé à l'acquisition de ces biens en France. Il y a aussi, on le dit dans le livre, il faut s'intéresser aussi aux banques françaises parce que la Banque de France, des sommes avec des montants extravagants ont transité par les banques françaises et aussi par les paradis fiscaux. Donc, puisqu'on a cette profession de foi de Nicolas Sarkozy sur la lutte contre les paradis fiscaux, justement, l'affaire des biens mal acquis est une bonne illustration des dégâts occasionnés par les détournements de fonds via les paradis fiscaux. Alors, je veux en venir justement à la collusion présumée du monde politique français. Il y a eu les déclarations fracassantes de Robert Bourgi, une sorte de missi dominici officieux, qui avait déclaré il y a quelques mois qu'il y avait des mallettes qui circulaient entre Paris et certains pays africains. Il y a dans votre livre des déclarations de Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui dit, je le cite, « Bien sûr qu'il y a des financements d'hommes politiques français par des chefs d'État africains, personne ne veut le reconnaître, c'est un secret de polichinelle. » Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on emploie ce terme de secret de polichinelle aussi bien à Paris que dans certaines capitales africaines. Et on a aussi recueilli le témoignage d'un conseiller de feu Omar Bongo, Mike Joktan, qui a suscité la révélation du livre, si je peux me permettre. Alors allez-y. Qui a suscité la polémique parce qu'on considère que c'est un second couteau. Or, c'est quand même un conseiller qui a été pendant 4 ans, qui a gravité dans l'entourage des Bongo, qui connaît beaucoup de choses et qui dit donc que Libreville a financé la campagne de Nicolas Sarkozy et a continué à verser des fonds occultes donc, par la suite. Alors bien sûr, c'est comme pour Robert Bourgi, et il n'a pas la preuve matérielle de ce qu'il avance. On sait très bien que ce genre d'affaires se règle en tout petit comité, mais il dit aussi une chose intéressante, c'est qu'il dit que les remises de mallettes auraient été filmées. Voilà, c'est ça. Là encore, et bien sûr, on le dit, on le met entre guillemets, et puis avec les précautions d'usage, sachant qu'on n'a pas eu accès à ces vidéos, mais pourquoi pas les juges, dans le cadre de leur enquête, pourraient éventuellement demander à avoir accès à ces films. Et puis d'autres, peut-être que ça a donné lieu à d'autres témoignages à Libreville, comme à Paris. C'est vrai que vous citez Roland Dumas. Il y a aussi Valéry Giscard d'Estaing qui, au moment de la mort d'Omar Bongo, disait qu'il avait appris, il s'en était entretenu avec le président gabonais, du soutien de Libreville à son rival de l'époque, en 1981, Jacques Chirac, et que Omar Bongo avait reconnu qu'il soutenait financièrement Jacques Chirac. Oui, et donc vous pensez qu'il peut y avoir, à travers cette enquête des biens mal acquis, les révélations, entre guillemets, sur les mallettes, une sorte de libération de la parole sur un non-dit qui concerne aussi bien le monde politique français
que les dirigeants de ces pays-là. C'est vrai que les déclarations aussi de Robert Bourgi en septembre, et puis on a l'impression que ça a été quand même un tournant, c'est-à-dire que Robert Bourgi connaît beaucoup de choses, il est très proche de certains dirigeants africains, donc jusqu'alors on disait, bon, on parle beaucoup de ces mallettes, de ces valises, mais personne ne les a jamais vues. Or, vous avez quelqu'un qui est très proche d'un certain nombre de dirigeants qui le dit et qui donne beaucoup de détails. Et à la suite de ça, ça corrobore donc des témoignages de certains dirigeants, ex-dirigeants français, et puis donc ce conseiller de feu Omar Bongo. Donc voilà, on est peut-être là aussi au tout début d'une chape de plomb qui est en train de se fissurer, et on va en savoir plus sur ce fameux secret de Polichinelle. Voilà, juste dernière question, juste pour préciser, Mike Joktan est passé à l'opposition depuis, donc il a peut-être aussi ses raisons pour le faire, et d'après ce qu'on nous dit, au Gabon, il va y avoir une plainte déposée contre lui pour outrage à la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ces accusations sans preuve matérielle peuvent devenir une façon de faire de la politique ? C'est vrai que vous avez tout à fait raison de le souligner, Mike Joktan est passé à l'opposition, il est proche d'André Baobam, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Omar Bongo. Alors est-ce qu'il a son agenda politique? Sans doute, mais on a l'impression qu'il nous a donné ce témoignage après les révélations de Robert Bourgi, et il nous semble que le facteur déclenchant, ça a été de voir que Robert Bourgi disait oui, il y a eu des transports de valises, il y a eu des mallettes qui ont circulé entre Libreville et Paris, mais tout ça a cessé miraculeusement avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Il semble que c'est ça qui l'ait poussé à parler. Alors oui, absolument, c'est vrai qu'on n'a pas de preuves matérielles. Il ne faudrait pas que ces révélations se multiplient à l'infini sans aucune preuve. Ce qu'on attend, oui, c'est effectivement que quelqu'un donne une preuve matérielle et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ces mallettes. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thomas Hoffnung. Le scandale des biens mal acquis, c'est à lire aux éditions de La Découverte. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien de France 24.